Après s'être penché sur la naissance du sport en Iran sous la dynastie des Pahlavis, nous allons découvrir ensemble la nouvelle fonction de cette pratique juste après la révolution islamique. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la 21e série de Géopolitique où moi-même et mes deux invités du jour, à savoir Mayar Monchipour et Kevin Vessière, allons vous narrer, allons vous raconter un nouveau chapitre de la grande histoire du sport autour de l'Iran. La masse gronde, les voix s'élèvent, la révolution approche. Récemment entrée au sein d'une période de prospérité fulgurante ainsi que de modernisation accélérée, l'Iran de la fin des années 70 rayonne à l'international mais pleure sur ses propres terres. Profondément bouleversée dans ses racines, depuis maintenant plus d'un demi-siècle, la société iranienne souffre du manque de moyens d'expression. Le règne autocratique du Shah démange, à la fois chez le clergé, mais également chez les mouvements intellectuels de gauche. Une opposition, aussi nombreuse qu'hétérogène, commence à prendre forme. Le remplacement du calendrier musulman par un calendrier solaire impérial, suivi d'une énième crise économique, représente les deux dernières gouttes d'eau qui font déborder ce vase rouge et vert. Après des mois de protestations populaires contre le pouvoir en place, violemment réprimées lors d'un certain vendredi noir, Mohammad Reza Pahlavi quitte l'Iran le 16 janvier 1979. Une quinzaine de jours plus tard, Rouhollah Khomeini revient en Iran avant de définitivement renverser le gouvernement du Shah le 11 février. Alors oui, cette destitution provoque de grandes manifestations de joie à travers le pays. Sauf que désormais, il faut faire un choix. Qui gouvernera l'Iran ? Une question extrêmement complexe. Des libéraux aux marxistes, en passant par les anarchistes ou encore les laïcs, plus d'une dizaine de groupes révolutionnaires convoitent le trône. Dans un premier temps, ces groupes essaient de coopérer. Cependant, les tensions grandissent entre les factions et ce sont finalement des théologiens, surnommés les gardiens de la révolution, qui parviennent à s'implanter un peu partout sur le territoire. Une république islamique dirigée par un guide suprême prend finalement forme. En quelques mois, l'Iran passe d'un pays pro-occidental à une région fermée au monde extérieur. Et la presse du monde entier est là, suspendue aux paroles du chef religieux. Les toutes premières sont adressées au peuple iranien et à sa lutte héroïque, dit l'ayatollah. Le peuple iranien qui vient de remporter une grande victoire, mais ce n'est qu'une première étape, ajoute-t-il. La vraie victoire, ce sera la fin de la domination étrangère sur le pays. Ce sont là des paroles de situation. La société change du tout et le sport, au milieu de ce contexte tumultueux, n'est bien évidemment pas épargné. Le nouveau gouvernement instaure une nouvelle ligne éditoriale extrêmement conservatrice. Il nationalise l'industrie et rétablit les traditions islamiques autant dans la culture que dans la loi. L'influence occidentale est bannie et l'élite pro-occidentale est contrainte de suivre le Shah en exil. Les frictions entre les différentes factions religieuses augmentent, ce qui aboutit à l'élimination de l'ensemble des opposants à la République islamique. Et enfin, pour accentuer ce changement de vision, le gouvernement s'attaque au symbole glorieux de l'ère Pahlavi avec tout en haut de la liste, le football. Introduit, puis activement soutenu par cet ancien régime tourné vers l'Occident, le ballon rond connaît un arrêt brutal dans son développement.
La plupart des clercs chiites voient en effet d'un mauvais œil cette pratique. Certains d'entre eux considèrent en effet ce sport comme une manifestation du luxe occidental, l'associent à l'abondance d'argent, à l'impérialisme capitaliste, à la violence dans les stades, aux incivilités, détournant ainsi les jeunes du djihad. Les clubs de football sont nationalisés et le championnat national tel que le connaissaient les Iraniens est supprimé au profit de compétitions provinciales. Mais c'est trop tard. Cette pratique dépasse dorénavant largement la sphère du simple divertissement auprès du grand public. Impossible de s'en débarrasser, pas même avec une guerre. Et après, donc, j'ai vécu 5 ans à Téhéran pendant la grosse période de la guerre Iran-Irak, avec un régime dur. Et là, encore une fois, si vous parlez de pratique sportive, elle se limitait aux nombreuses parties de football dans la rue, parce qu'en fait, on avait des petites cages de football qui arrivaient à demi-hauteur et qui étaient fabriquées chez le ferronnier du coin. Les parents finançaient à plusieurs la conception de ces cages de football. On achetait deux filets. Et on faisait des équipes. Il y avait toujours des équipes. On jouait au milieu de la rue et souvent, on obstruait le passage des voitures et tout. Khorramshahr brûle comme Abadan sous les coups de l'aviation irakienne. Mais Khorramshahr, non plus qu'Abadan, n'est prise. Les 2 grandes villes du pétrole du sud de l'Iran sont peut-être encerclées, comme l'affirment les Irakiens, mais elles résistent, et ici, nous le constatons de l'intérieur. À peine sortie de la dynastie des Pahlavis, cette nouvelle république islamique iranienne fait d'emblée face à ses décisions, du moins assez radicales. Depuis son arrivée au pouvoir début 1979, l'ayatollah Rouhollah Khomeini appelle en effet les Irakiens à renverser le régime de Saddam Hussein. En parallèle, les incidents à la frontière augmentent. La pression gagne du terrain et les services secrets irakiens préviennent du danger qui se profile pour le nouveau dirigeant. Alors, afin d'éviter toute escalade interne, Saddam Hussein envahit l'Iran le 22 septembre 1980. Inquiets de l'apparition de ce régime en Iran, États-Unis comme URSS ne se posent pas à cette déclaration de guerre. Pire, certaines puissances de ces 2 blocs soutiendront ce conflit par la suite. Car en fait, à l'époque, l'Irak apparaît davantage malléable que son voisin à l'est de l'Orient. Pris de court, l'ancienne Perse perd du terrain, avant que ces combats s'enlisent. Puis, les Iraniens contre-attaquent, libèrent l'essentiel de leur territoire et ne respectent pas le cessez-le-feu irakien en juin 1982. Cette guerre, longue de 8 ans, ne sera finalement bénéfique pour personne. On parle de plus d'1 million de morts, de milliards de dollars perdus, ainsi que de populations traumatisées. Il s'agissait d'une guerre de tranchées, comme à l'image de la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas eu d'invasion comme pendant la Seconde Guerre mondiale pour la France. La guerre se passait à la frontière irano-irakienne, avec, comme je vous disais, donc beaucoup de morts. On a entre 250 et 500 000 morts pour l'Iran, et avec des excursions de missiles ou d'avions le soir à Téhéran, qui est complètement au nord. Donc, on n'était pas touché directement. On était touché parce que des gens devaient partir au front. On était touché parce qu'il y avait une dureté du régime sur tout ce qui était liberté. Mais au jour le jour, il n'y avait pas de guerre à Téhéran. Le sport dans tout ça, et plus particulièrement le football, subissent de même ce conflit. La sélection nationale a dû se retirer à moult reprises des qualifications pour la Coupe d'Asie ou encore pour la Coupe du Monde lorsque le sport local a vu sa pratique grandement baisser. Mais, même au milieu des bombes, le ballon rond est apparu comme l'un des rares rayons de soleil. Les matchs du dimanche, tout comme les rares rencontres de la Team Melli, remontaient le moral des troupes. Et pour la première fois, le gouvernement parle de ce sport. Alors oui, sous un prisme révolutionnaire, certes, accompagné du vocabulaire militaire qui va avec, mais il le considère.
Et à la fin de cette guerre éprouvante, les Iraniens trouvent dans le football un exutoire collectif, un rare symbole d'unité nationale. Une mouvance qui pousse les gardiens de la révolution à retourner leur veste concernant ce sujet. Islamic Republic of Iran. Le dictateur fasciste Antonio Salazar, qui a régné sur le Portugal de 1932 à 1968, disait gouverner son pays grâce aux 3 F. Fado pour musique, Fatima pour religion et football pour football. Certains spécialistes affirment même qu'il s'agissait des 3 piliers de son régime totalitaire. Une doctrine que reprend la République islamique iranienne. Ça a toujours été comme ça, comme on le sait, les jeunesses hitlériennes, les Mussolini, le Japon, en dehors de l'école que tout régime autoritaire doit contrôler, en dehors des fonctionnaires qu'il paye et qu'il contrôle. Il reste 2 pans d'éducation. Il s'agit des arts, de l'art en général, et de la pratique sportive. Donc il est complètement normal que la pratique sportive elle soit contrôlée pour 2 raisons. Une raison interne d'éducation, de moulage des esprits comme on le veut, et l'autre externe sur la visibilité, la réussite d'un régime. Rappelez-vous, les Jeux Olympiques de Berlin, quand les champions olympiques ariens blancs font la fierté de l'Allemagne nazie, et quand Hitler quitte le stade olympique parce que Jesse Owens gagne plusieurs médailles d'or le même jour en quelques heures et bat des records du monde. Voilà, donc la pratique sportive met en exergue le corps humain, donc il est important pour toute nation d'y apparaître. Ce n'est pas faute d'avoir essayé d'écarter le ballon rond du territoire. Mais encore plus après la guerre contre l'Irak, le gouvernement se doit d'accepter que le football ne se résume pas à un simple sport. Désormais, il s'agit d'un véritable pan de la société. Occidental ou non, le pouvoir en place devra faire avec. Alors maintenant que c'est là, autant l'utiliser en sa faveur. Car le passé l'a montré. Le sport peut rapidement se retourner contre son gouverneur. Les gardiens de la révolution se donnent donc pour mission de replacer l'Iran au cœur de la planète sport tout en conservant la main dessus. Dès l'année 1989, le championnat national de football est par exemple rétabli. Et dans la foulée, la sélection nationale glane la médaille d'or aux Jeux asiatiques de Pékin en 1990. Le régime se rend aussi compte que le sport rassemble des centaines de milliers de personnes et qu'il s'agit ainsi d'un moyen efficace afin de mobiliser la masse derrière son propre drapeau. Ni une ni deux, sa fonction ne se limite plus à la compétition ou à la fierté nationale. Le sport devient un vecteur de projection politique ainsi que d'exportation de l'idéologie révolutionnaire sur la scène internationale. دایی یه فرصت خوب حالا پشت مدافع خداداد عزیزی توی دروازه گل برای ایران خداداد عزیزی باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. Dès lors, ce changement d'approche adopté, le sport iranien ne s'est pas développé comme une institution civique indépendante, mais comme un instrument idéologique. À l'instar des systèmes en vigueur à l'Est ou encore dans des dictatures d'Amérique latine, l'Iran considère les victoires, les succès, les médailles comme des outils de légitimité ainsi que de communication politique, voire même géopolitique. Dorénavant, le sport joue un rôle clé dans l'orientation de la nation. Le gouvernement n'hésite pas à mettre la main à la poche afin d'augmenter sa popularité,
notamment auprès de la nouvelle génération. Lorsque la Team Melli se qualifie pour la Coupe du Monde 1998, les rues à travers le pays se bondent instantanément de millions d'Iraniens célébrant drapeau en main le retour de leur pays sur la scène internationale. Le fait de voir ses joueurs préférés, de voir sa sélection briller en Occident participe à la renaissance d'un Iran mis de côté depuis la chute du Shah. Par contre, là où le régime se différencie de la plupart des autres puissances, concerne l'ajout d'un prisme religieux. Certains emploient même le terme d'islamisation du sport. La pratique sportive est en effet conditionnée par le respect de la doctrine, le contrôle des athlètes, le remodelage des institutions, la création de nouvelles valeurs ou encore de nouvelles normes. Certains orateurs commencent d'ailleurs à citer le sport comme un exemple d'engagement religieux, tandis que les hauts responsables assistent à des rencontres décisives devant les caméras afin d'accentuer leur proximité avec les gens. Les footballeurs, les lutteurs et les sportifs de manière générale se transforment littéralement en ambassadeurs de la révolution. Concrètement, qu'est-ce qui change dans le sport iranien ? À l'image du pétrole, les gardiens de la révolution vont en quelque sorte nationaliser le sport. Autrement dit, un grand ménage de printemps a lieu, surtout au sein des instances dirigeantes. Les personnalités jugées sceptiques à la République islamique, c'est dehors, peu importe leur statut. Même le président de la Confédération asiatique de football n'échappe pas à la règle. Et plus globalement, la colonne vertébrale du sport en Iran change totalement. Les fédérations sont purgées, les administrateurs limogés et les structures bâties pendant des décennies totalement démantelées. En fait, la crédibilité professionnelle cède la place à la loyauté politique du fait que le régime part du principe que contrôler les diverses instances du sport revient à contrôler les sentiments de la masse. En période de crise économique ou de protestation par exemple, bizarrement la couverture des rencontres sportives s'intensifie. Puis bien sûr, un lot d'interdictions accompagne ces réformes. Les échecs, la boxe, l'escrime, le tennis ou encore le kung-fu sont dans un premier temps proscrits. Les femmes d'abord bannies de toute pratique sportive et des athlètes disparus du jour au lendemain. C'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode de Géospolitique, Iran et sport, l'histoire d'une omerta. Encore merci à Mayer Manchepour et Kevin Vassière pour leur intervention. À quel point le gouvernement contrôle le sport aujourd'hui, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.